Aujourd'hui, on va ajouter une petite touche de magie à la sélection de dates. Facile, léger, mais profond. On y va? Bon, on s'est beaucoup intéressé dans la série finalement à l'énergie du jour, avec une idée qui était toujours extrêmement proactive, c'est de se dire je veux faire quelque chose ou j'ai une action, j'ai un projet à conduire, j'ai une action à faire, qu'elle soit dite personnelle ou professionnelle, privée ou autre. Je vais essayer de me caler le mieux possible dans le temps pour trouver un créneau, une journée, voire une heure pour ceux qui descendent au niveau horaire, qui va donner en fait à mon projet le meilleur élan possible. Donc, on a passé en revue différentes choses. On a parlé des essences, des activités, on a parlé du pas de œufs, des animaux du jour, comment ça pouvait interagir avec vous, etc. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'hexagramme du jour. L'hexagramme, c'est une représentation, c'est un des modèles qui nous permet de représenter en fait la pulsation de l'univers, du cosmos. Et l'hexagramme nous délivre, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, nous délivre une information particulière en fait sur la qualité de la journée. Pour choisir une date, pour une action, un projet, on a vu dans les épisodes précédents que vous pouvez aussi regarder en replay, on a vu qu'on utilise les essences. Et les essences, ce sont des phases. Eric a longuement décrit dans le premier épisode les phases et je vous invite vraiment à y revenir quand vous avez des doutes ou quand vous avez besoin de revenir sur le sujet. L'hexagramme du jour vient, lui, moduler l'essence. Quand on a dit ça, c'est à la fois extrêmement excitant, mais ça peut être aussi une source de perplexité certaine. L'hexagramme, en fait, vient moduler l'essence et il nous délivre une information qui est, d'une certaine façon, plus fine. C'est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais j'aurais bien voulu vous trouver un très, très beau gâteau avec plein de crème partout et une cerise dessus. Et vous allez comprendre tout à l'heure, dans les exemples que j'ai choisis pour vous aujourd'hui, pourquoi je parle de la cerise sur le gâteau. Alors, rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un hexagramme, et je veux que personne ne soit perdu parce qu'il n'y a pas de raison de faire des choses compliquées. Qu'est-ce que c'est qu'un hexagramme? Un hexagramme, c'est un ensemble de 6 traits. Hexa, 6, gramme, le trait, hexagramme, 6 traits. Jusque-là, tout va bien. Et puis, ces 6 traits, ils peuvent prendre deux valeurs possibles. Ils peuvent être soit yin, donc on les représente par un trait brisé, c'est ce que vous avez à l'écran, soit par un trait yang, donc c'est le trait plein. Et dessous, je vous ai mis des exemples d'hexagrammes. Par exemple, vous avez le tout premier hexagramme qui est composé exclusivement de traits yang. Et puis, vous avez le deuxième hexagramme qui est, lui, composé uniquement de traits yin. Si vous regardez le troisième et le quatrième hexagramme, là, c'est un peu plus nuancé, c'est plus combiné. On a à la fois des traits yang et des traits yin. Et les traits yang et les traits yin se trouvent à des positions qui sont variables, qui sont différentes. Si on fait varier tous les traits, donc vous voyez qu'on a 6 positions possibles et 2 valeurs de traits possibles. Si on fait varier tous les traits, c'est-à-dire si on fait toutes les combinaisons possibles de valeurs, on va obtenir à la sortie 64 figures, 64 hexagrammes qui seront différents. Et en fait, c'est même un exercice assez intéressant à faire. Vous prenez vous donnez une feuille avec 6 positions de traits, vous tracez des traits yang et des traits yin et vous regardez comment vous pouvez les faire muter et vous arriverez à un ensemble fini de 64 hexagrammes. Alors, les 64 hexagrammes, c'est vraiment une pierre extrêmement importante de la construction des modèles taoïstes. Généralement, en fait, quand on parle des hexagrammes, on va très facilement parler du Yi-King. Alors, sous le terme de Yi-King, en fait, on va mettre beaucoup de choses très différentes. Des fois, on va utiliser le terme Yi-King pour parler des hexagrammes, parfois pour parler de la méthode d'interprétation des hexagrammes, parfois pour parler de l'interprétation des hexagrammes. C'est un mot qui sert à beaucoup de choses. Mais c'est vraiment un art particulier. Si on revient aux hexagrammes, vous imaginez bien que si on devait dire, alors moi j'ai un hexagramme, c'est un trait yang, et puis après c'est 2 traits yin, et après c'est 2 traits yang, et puis après c'est à nouveau un trait yin, ça serait super compliqué. Donc on fait simple. Pour identifier les hexagrammes, on a des ficelles, on a des astuces. La première, c'est qu'on leur donne un numéro. Donc, il y a une séquence des hexagrammes. Vous verrez que les hexagrammes se suivent. Enfin, si vous prenez un livre de Yi-King, par exemple, ou si vous regardez sur notre site Internet, vous verrez qu'il y a des séquences d'hexagrammes. Alors, il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs numérotations. Ça va dépendre des contextes dans lesquels on se trouve, etc. Mais celle qu'on a prise est tout à fait
standard pour ce type d'usage. Donc, vous voyez qu'ils sont tous identifiés par un chiffre. Et puis, pour chaque hexagramme, généralement, on va trouver un nom. Alors là, ça se complique. Vous voyez que pour le 1, on dit que c'est le ciel, le créateur. Le 2, c'est la terre, le réceptif. Donc, les deux principes fondamentaux, le ciel, c'est l'idée, et la terre, c'est la matérialisation de cette idée. C'est ce qu'on appelle, on va retrouver très souvent aussi les notions de Ti et de Yang, de sujet et d'objet. C'est l'inspire et c'est l'expire, c'est l'idée et la création. Bref, c'est différents temps en fait de la création. Les mots en fait des hexagrammes, titres choisis, sont toujours représentatifs de l'idée qu'il y a derrière l'hexagramme. Là où ça se complique pour les Occidentaux, c'est que les caractères chinois sont très fortement polysémiques. Donc, ils peuvent être traduits bien souvent de plusieurs manières différentes. Ce qui explique que, par exemple, si vous preniez 3 livres de Yiking différents ou 3 représentations, enfin 3 séries d'hexagrammes avec des auteurs différents, les titres peuvent considérablement varier. Donc, pas de panique. À la limite, la chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher, c'est le numéro. Le numéro sera toujours, voilà, un hexagramme qui a 6 triangles, ça sera toujours le 1. Des fois, il s'appellera le ciel, des fois, il s'appellera le créateur, des fois, il s'appellera l'idée, des fois, il s'appellera le principe. Mais le chiffre 1, lui, il est constant. Donc, ne vous inquiétez pas si vous trouvez des noms qui sont différents suivant les sources de documentation. Alors, le 1, c'est le ciel, le 2, c'est la terre, mais vous voyez qu'après, on rentre dans des choses qui sont différentes. Le 3, par exemple, c'est la difficulté initiale. Et en fait, quand on rentre dans l'explication d'un hexagramme, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais on voit pourquoi, en fait, cette terminologie-là, ce terme-là a été utilisé. Il a été utilisé parce que cet hexagramme nous alerte sur une situation qui n'est pas tout à fait simple. Il y a un obstacle, il y a quelque chose, il y a un danger devant nous et il y a une impulsion d'avancer. Donc, on est prévenu qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'au tout début des choses, il y a un élément sur lequel on doit être vigilant. Donc voilà, après, il y a le 4, la folie juvénile, etc. Donc, l'hexagramme nous donne quoi? Il nous donne la photo d'un instant. Cet hexagramme, il va nous renseigner sur différents aspects. Par exemple, j'ai pris l'hexagramme 5, qui s'appelle l'attente, Cancer Chien, pour ceux qui connaissent leur trigramme. L'image, en fait, qui est associée à l'attente, c'est, l'image qui est liée à cet hexagramme-là, c'est l'idée d'un ciel qui est nuageux. On a Cannes en haut, donc le ciel est nuageux. En dessous, on a une impulsion d'agir. Mais l'idée fondamentale de cet hexagramme-là, c'est qu'on est dans un temps dans lequel, certes, il y a des nuages dans le ciel, mais il ne pleut pas encore. Et, sauf pratique très particulière, on ne peut pas faire advenir la pluie. Hein. On peut juste attendre qu'elle tombe. Donc, l'attente, en fait, nous indique la période, le moment, donc là en l'occurrence la journée, puisqu'on parle de l'hexagramme du jour, n'est pas propice à une action qui serait rapide ou impulsive. Ça suggère donc une action qui est plutôt progressive. On va avancer pas à pas, hein, on va pas zapper des étapes. Ça nous dit aussi qu'il faut être constant dans la démarche, dans la progression qu'on a. Parce que parfois, en fait, quand on est dans une période d'attente, on peut devenir un peu impatient. Et donc, sous le coup de l'impatience, on peut commettre des erreurs d'analyse qui font que on va on peut pas s'empêcher d'agir. Il faut qu'il se passe quelque chose, d'accord? C'est insupportable, il faut que ça bouge. Et donc, du coup, on pourrait être tenté de changer le cap. Or, c'est une très mauvaise idée, en fait, dans l'attente. Justement, ce qu'il faut faire, c'est rester sur la voie sur laquelle on est. Ce qui suppose de développer une certaine forme de patience, d'attendre le bon moment. Et je dirais que ça développe une certaine forme de patience, voire de passivité, mais une passivité de bonne aloi. Une passivité de bonne aloi, c'est quand on laisse les choses advenir plutôt que de les brusquer. Exactement comme la pluie. La pluie, on ne peut qu'attendre qu'elle tombe, en fait. On ne peut pas faire autrement que d'attendre qu'elle tombe. Et bien là, en fait, on est invité vraiment à ronger notre frein. Mais si on est sage, on ne va pas vraiment ronger notre frein. On va comprendre le sens du moment, comprendre que, voilà, il faut juste laisser passer et que quand les choses seront mûres, quand la situation sera mûre, quand les gens seront mûrs, eh bien, on pourra à nouveau continuer à avancer. Donc, ça renvoie aussi à une certaine nécessité, finalement, de tranquillité intérieure. Le fait de développer le sentiment que, OK, c'est comme ça que ça se passe, eh ben, c'est comme ça que ça doit se passer, et que quand les choses pourront ou devront bouger, ça va se remettre en mouvement.
Donc, ça témoigne d'une certaine forme de foi en la vie. Ce que je trouve, en fait, c'est un hexagramme qui peut être un peu ingrat dans certaines situations, mais c'est un hexagramme qui est très beau finalement quand on y réfléchit bien. Parce qu'on a tendance à penser qu'on décide de tout, mais la tante nous dit, ben non, en fait, il y a des facteurs qui ne dépendent absolument pas de notre activité, de notre décision, de notre conduite. Il faut juste attendre que le flux soit là et qu'on puisse chevaucher la vague. Donc ça, c'était une illustration. J'ai pris cet hexagramme pour vous illustrer qu'à travers l'hexagramme du jour, on a vraiment une idée des forces qui sont en présence, des actions qui sont possibles ou pas possibles. En l'occurrence, l'action possible, c'est non, on n'agit pas, ou alors si on agit, on y va vraiment très progressivement, on y va pas à pas. Les valeurs intéressantes, c'est la patience, qui peut confiner à une forme de vertu, et une forme de passivité créative. Je veux dire passivité créative parce que c'est passif au sens où on n'agit pas, mais c'est de bonne aloi, c'est créatif parce qu'elle est juste elle est en phase avec l'instant. Ça peut décrire des lieux, là en l'occurrence c'est moins utile, des personnes, ça peut décrire énormément de choses en réalité. Sur l'almanach, vous pouvez repérer l'hexagramme du jour. Je vous les ai situés là en vous prenant les pages de ce début de semaine. Donc vous voyez que le 16 mai, on a la puissance du grand. Le 17, on a la durée. Et le 18, on a le conflit. Tout ça, c'est l'hexagramme du jour. Une question qu'on me pose assez régulièrement, qui m'étonne toujours, c'est comment est-ce qu'on obtient l'hexagramme du jour? Alors, il est clair que quand on fait l'almanach, je ne calcule pas avec des pièces, je n'utilise pas de pièces de Yi-King pour calculer l'hexagramme qui va être là pour chaque journée. L'hexagramme, en fait, il est donné, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la technique, il est donné par le tronc et la branche du pilier du jour. Donc, par exemple, quand on a un jour qui est Ji-Se, qui est le cas lundi, l'hexagramme du jour, ça va être la puissance du grand. Quand on a un jour qui est Gang-Wu, l'hexagramme du jour, ça va être le 32, la durée, etc., etc. Donc, je ne calcule pas les hexagrammes du jour, ni du mois, ni de l'année d'ailleurs. Je calcule, on ne fait pas du tout ça, on ne tire un hexagramme que lorsqu'on a à faire une divination ou une lecture particulière, mais on ne le fait pas pour ce genre de choses. Je vous disais que pour chaque jour, on a un hexagramme, que l'hexagramme, il vient affiner, moduler, compléter, documenter l'essence du jour. Et je vous ai donné un exemple avec la tente. Alors, je suis consciente que la tente, la manière dont je vous en ai parlé de cette façon-là parce que je connais assez bien les hexagrammes du Yi-King. Encore que j'apprenne tous les jours des nouvelles choses, mais je les connais peut-être mieux que certaines personnes d'entre vous qui peut-être découvrent complètement ou ne sont pas aussi coutumiers du Yi-King. Donc, ce qu'on a fait, c'est que depuis plusieurs années déjà, pour que vous puissiez utiliser l'hexagramme du jour, on vous a mis dans l'almanach des énergies positives un tableau avec les 64 hexagrammes. Et pour chaque hexagramme, on vous a mis quelques mots-clés. Alors, bien entendu, je le dis bien sûr, mais bien entendu, en fait, ça ne peut pas être complet. D'accord ? Par exemple, quand on fait le webinaire des 12 temps forts en début d'année où je passe en revue les 12 hexagrammes mensuels de l'année, je vais parler peut-être pendant un quart d'heure ou 20 minutes de chaque hexagramme. Et encore, quand j'ai un quart d'heure, 20 minutes, c'est parce que je me retiens de ne pas passer une demi-heure ou une heure sur un hexagramme. Donc, vous comprenez bien que le texte qu'on peut vous mettre pour chaque hexagramme est forcément un peu réduit, un peu succinct, parfois. Donc, il y a des tas de nuances qu'on ne va pas pouvoir proposer. Mais n'empêche que ça vous donne un premier accès au sens de l'hexagramme. Et on l'a tourné de façon à ce qu'il soit relativement pratique. Une autre façon, donc, si vous n'avez pas l'almanach des énergies positives, ou si vous voulez compléter les informations de l'almanach quand vous voulez comprendre le sens d'un hexagramme du jour, il y a d'autres ouvrages que vous pouvez regarder. Vous pouvez très bien regarder, par exemple, le Willem. Vous savez, pour ceux avec qui j'ai déjà travaillé ou qui ont suivi mes formations, vous savez que je trouve que le Willem reste une référence très intéressante. Il y a quelques années, j'ai fait un jeu de cartes qui développe un peu plus les hexagrammes. Donc, vous retrouverez sur le texte de la carte un texte qui explique de manière plus détaillée, plus nuancée peut-être chacun des hexagrammes.
Et avec l'éditeur, on est en train d'en refaire une version qui va sortir à la rentrée, donc j'ai fait quelques mises à jour. On a un petit livre qui accompagne le jeu de cartes qui vient vous donner des informations complémentaires. Et sinon, vous pouvez toujours, bien entendu, mon grand chouchou, vous pouvez toujours vous plonger dans le Takashi Maikidan. Mais pour comprendre l'essence du jour, pour comprendre l'essence, pour comprendre la saveur de l'hexagramme du jour, si vous n'êtes pas bien familier avec les hexagrammes, probablement que le plus facile, c'est encore d'utiliser les deux tableaux, enfin les 4 pages de tableaux que je vous ai montré, que je vous montre là à l'écran, et qui sont dans l'almanach des énergies positives. On a beaucoup insisté avec Eric sur le fait qu'en matière de sélection de dates, on considérait que l'essence du jour était absolument première. Hein, on a beaucoup dit que si vous aviez une décision à prendre qui était importante, si vous aviez une action à poser, si vous aviez un projet à lancer qui était vraiment important, si vous ne devez regarder qu'une seule chose, c'est, à notre avis, c'est l'essence. Et aujourd'hui, je vous parle de l'hexagramme du jour. Donc, la grande question qu'on peut se poser, c'est mais comment est-ce qu'on fait pour conjuguer les deux? Puis là, du coup, j'avais trouvé que mon panique bouton là, de la dernière fois était tellement bien que je l'ai réutilisé parce que j'ai eu plusieurs d'entre vous ces derniers temps et je vois bien que c'est pas évident en fait de savoir comment conjuguer la compréhension qu'on peut avoir de l'essence du jour avec l'hexagramme du jour. Et donc, comme on est quand même vachement sympa, je trouve, je vais vous présenter une petite sélection d'essences et d'hexagrammes et je vais vous illustrer en fait la démarche par laquelle on peut passer pour utiliser conjointement l'essence du jour avec l'hexagramme du jour. Est-ce que ça vous emballe? Ok. Alors, juste il y a une question là. Alors, pour les questions, je vais y répondre après, mais je viens de l'avoir passée, donc je vais y répondre tout de suite. Hein. Les hexagrammes des heures, vous les trouvez dans le calculateur en ligne de ProSuite. Et puis, il y a un calculateur, dans les calculateurs gratuits de Marie, vous avez le calcul de l'hexagramme de l'heure, mais vous n'avez que l'heure courante. Ok, donc on continue. Donc, je vais vous montrer les exemples qu'on a trouvés. Si vous regardez le 29 avril, c'était un jour réussite. Souvenez-vous que l'essence réussite, elle représente une phase du projet. Vous vous rappelez, Eric a longuement expliqué lors de l'épisode 1 que les essences décrivaient en fait un cycle de 12 phases qui permettait de passer en fait du moment du tout début de la germination d'un projet, d'une idée, à son aboutissement. Donc, on a toute une phase de préparation, d'incubation, si je peux dire, et puis ensuite, on a une phase de passage à la matière. Donc là, la réussite, ça représente une phase du projet où on passe à l'action après une longue phase en fait, de préparation ou de digestion. Quand on arrive en principe à réussite, hein, sauf si on a foiré quelque chose avant, il n'y a plus de tension. Les tensions sont pacifiées et tout ça, ça doit rouler. Donc voilà, ça c'est la description d'un jour réussite. L'hexagramme du jour du 29 avril, c'est le 51, le tonnerre. Le tonnerre va représenter un mouvement qui est brutal, qui est soudain. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris l'image du tonnerre. C'est un bruit qui est soudain, qui est violent. Et d'ailleurs, en fait, parmi vous, il y a probablement un certain nombre de personnes qui ont peur du tonnerre. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait, du tonnerre parce que, justement, c'est un bruit qui est très fort, qui est très soudain, qui est très violent. Donc, l'hexagramme 51 nous indique qu'il y a quelque chose de soudain, d'inattendu qui se passe. Peut-être que c'est quelque chose qui est déstabilisant. Une autre hypothèse, ça pourrait être que c'est un peu le groove de la journée. C'est une journée qui est très, voilà, où il se passe plein de choses inattendues, c'est très actif, c'est très, très dynamique. Maintenant, si on regarde réussite et tonnerre, si vous êtes en phase de lancement d'un projet, que ce soit un projet pro ou perso, ça ne change rien. Le 51 peut indiquer plein de choses. Ça peut indiquer quoi? Ça pourrait indiquer que, par exemple, vous avez été jusque-là dans une phase de préparation. Peut-être que même ça a été un peu, vous êtes passé par une période d'inertie où il ne se passait pas grand-chose, vous ne faisiez pas grand-chose, où vous attendiez, parce que vous attendiez des informations ou simplement vous procrastiniez un peu, ou en tout cas les choses étaient en wait. Et tout d'un coup, les choses boum, ça tombe, hein, ça se remet en route. Dans le 51, je vous parlais de valeur tout à l'heure, il ne faut pas se laisser déstabiliser par quelque chose qui est inattendu.
Si vous êtes dans une action particulière ce jour-là et qu'il se passe quelque chose qui était tout à fait imprévisible, ou ça se passe sur un tempo qui est beaucoup plus rapide que ce que vous aviez imaginé, il ne faut pas vous laisser déstabiliser, il faut se tenir droit en fait. Éventuellement, vous pouvez repasser un peu en revue vos décisions, voir s'il y a quelque chose qui cloche, parce que parfois il y a des cadrages de dernière minute qui sont à faire. Et pourquoi je dis qu'il faut rester droit dans ces décisions, il ne faut surtout pas lâcher le morceau même si on a peur, c'est que si vous regardez le texte de 51, le 51 est beaucoup lié à la peur qui est suscitée par quelque chose d'inattendu, de soudain, de violent. Mais il nous indique qu'on ne doit pas céder à la panique, parce que la panique, elle nous pousse à faire n'importe quoi. On perd un peu le nord, on réagit en fait, on n'agit pas, on réagit sous le coup de la panique. Là, ce qu'il faut dans un jour de cette teneur-là, qui est probablement un jour très dynamique, il faut tenir bon. Et probablement que si on devait résumer la journée, quand vous vous coucherez le soir, vous y repenserez, vous vous direz que ce 51, dans ce jour réussi, c'était beaucoup de bruit pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'alertes, peut-être qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se sont passées, mais in fine, tout va bien. D'accord ? Donc voilà comment vous pourriez lire la chose. Et dans un jour réussite avec un hexagramme 51 dans l'hexagramme du jour, vous êtes quasiment sûr que le rythme de la journée va être extrêmement soutenu. Si vous êtes si votre projet est dans la phase réussite et que vous avez choisi ce jour-là, soyez préparés. Ce n'est pas un jour où vous vous couchez à 5 heures du mat après une grosse virée chez des potes où vous avez picolé la moitié de la nuit parce que vous ne serez pas du tout frais le lendemain matin. Donc, anticipez et faites les choses de la bonne façon. Deuxième exemple. Alors là, on a pris le 26 avril, qui est un jour contrôle, et l'hexagramme 56, le voyageur. L'essence contrôle, elle nous invite à vérifier que ce qu'on va faire correspond bien au projet initial. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas décalé par rapport à ce qu'on avait prévu de faire, qu'on est bien dans les clous de nos objectifs. Du coup, qu'est-ce que le 56 vient faire dans l'histoire ? En réfléchissant, ça m'a rappelé une expression qui est très courante, enfin qui est assez répandue, qui est « à Rome, vit comme les Romains ». Et ailleurs, vit comme on vit ailleurs. En fait, c'était une instruction que Ambroise avait donnée à saint Augustin suite à une question que saint Augustin lui posait sur les jours de jeûne, parce que tout le monde ne jeûnait pas suivant les pays au même moment. Et Ambroise lui disait, si tu ne veux pas scandaliser, si tu ne veux pas te scandaliser, vis à Rome comme les Romains et vis dans d'autres lieux suivant les règles de cet autre lieu. Ce qui est vraiment en fait le sens du 56. Le 56, c'est le voyageur. Donc, dans le 56 nous dit quoi ? Le 56 nous dit qu'il faut être très attentif au code culturel, à la politique, aux coutumes. On est dans un environnement où il y a des choses qui nous sont un peu étrangères ou devant lesquelles on doit éventuellement se plier. C'est-à-dire qu'il faut du coup chercher à les connaître pour ne pas aller contre et ne pas chercher à imposer sa façon de faire. Si vous avez décidé de partir ce jour-là, vous allez sérieusement bien préparer votre voyage. Vous allez faire des repérages, vous allez baliser, vous allez vous renseigner, vous allez accéder à un maximum d'informations. Ce n'est pas une bonne idée peut-être de partir le nez au vent. C'est globalement donc un appel à se couler dans le moule. Donc si on met le 56 un jour contrôle, ça peut être énormément de choses. Donc on a réfléchi en fait à 3 situations différentes. Par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un projet immobilier et que votre maître d'œuvre, non pas votre architecte, mais votre maître d'œuvre vous remet les plans à valider ce jour-là, il y a peut-être quelque chose qui est à vérifier puisqu'on est dans l'essence contrôle. Donc, vérifier qu'on est bien dans les clous du projet initial. Le 56 nous dit attention, il faut respecter le cadre dans lequel on se pose. Donc, il y a peut-être des aspects légaux qui n'ont pas été correctement vérifiés, traités, pris en compte, ou je ne sais pas quoi, un alignement de façade, des limites du PLU ou autre. Donc, ça, c'est un exemple. Si vous devez rencontrer un client ce jour-là, ce serait plutôt un jour où, en fait, on va faire profil bas. À la limite, on se tait, on écoute, on parlera éventuellement plus tard. Ça parle de s'adapter aux normes et aux process du client plutôt que de lui en proposer d'autres ou de le convaincre de faire autrement. Une autre situation avec un client, ça pourrait être, ou un fournisseur, ça pourrait être de s'assurer s'il nous le dit quelque chose et que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire ou que ça nous paraît un peu bizarre, il faut vraiment bien vérifier qu'on a compris ce qu'il veut.
parce qu'on n'a pas l'habitude de ce qu'il demande, ça nous est un peu étranger, le voyageur. Et si on veut répondre correctement à sa demande, il faut s'assurer qu'on l'a bien comprise. Donc, globalement, on va vérifier qu'on peut, quelle que soit la situation, quand on a choisi ce jour-là pour une action ou une autre, on va vérifier qu'on peut s'adapter au contexte, aux ressources, aux contraintes, au code, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner vos équipes, votre famille, vos proches. Après, tout dépend du contexte dans lequel vous allez avoir à actionner ce type de combinaison. Et enfin, j'ai une troisième proposition à vous faire que je trouve vraiment très, très savoureuse. Je vous ai dit en introduction que l'hexagramme du jour venait affiner, moduler l'essence du jour. L'essence accumulation, elle nous dit quoi? C'est un peu croître et multiplier. Bon, c'est souvent comme ça que je me le résume. Vous savez que l'essence accumulation, c'est un jour où ce qu'on va faire ce jour-là va avoir tendance à se répéter. C'est pour ça qu'on vous suggérait fortement, quand on l'a décrit dans l'almanach, on vous suggérait fortement de ne faire que des choses positive, vertueuse, clean. Après, vous mettez l'adjectif que vous voulez derrière, mais c'est vraiment pas un jour où on va décider de faire des choses qui sont pas sympas, parce que ce que vous allez faire ce jour-là, ça va avoir tendance à se répéter. Et puis, le 23 avril, non seulement c'est un jour accumulation, mais c'est un jour prépondérance du grand. Alors, la prépondérance du grand, il a un autre nom familier qui est la poutre fêtière qui ploie. Pourquoi? Parce que vous avez ici deux treillis, donc ils sont fragiles par essence. Vous en avez un en haut et un en bas. Et au milieu, vous avez quelque chose qui est très dense. Donc, c'est comme si vous aviez deux pans de mur, un treillis au début, un treillis à la fin. Vous avez deux pans de mur qui sont un peu chétifs et vous avez une énorme poutre fêtière qui finalement est beaucoup trop lourde par rapport aux murs qui doivent la soutenir. Donc, elle ploie sous le poids. Et ça, c'est la prépondérance du grand. Alors, c'est un hexagramme généralement qui nous signale, vous l'avez compris, qu'il y a un excès de force, il y a un excès de quelque chose. Il y a un trop. Et si le trop, il n'est pas encore apparent, il est vraiment sur le point de devenir extrêmement évident. Accumulation, en principe, c'est plutôt une essence qui est positive si on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire si on fait des choses positives. Je vais prendre un exemple, si c'est le jour où vous décidez de pourrir la vie de quelqu'un parce que vous avez des bonnes raisons, en tout cas vous pensez avoir de bonnes raisons pour le faire, ben vous n'avez pas fini de pourrir la vie des gens, puis finalement on finira par vous la pourrir aussi. Donc accumulation, c'est plutôt un jour positif si vous l'utilisez de manière positive, constructive. Par contre, avec le 28, il faut vraiment faire attention de ne pas en faire trop. De ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que vraiment le 28, il pousse à un excès. Il y a vraiment quelque chose où c'est trop, et à un moment donné, ça va déborder, et on ne pourra pas gérer cet excès-là. Clairement, avec le 28, on ne pourra pas gérer cet excès-là, quoi qu'on en pense, parce qu'on est fragilisé, et que la pression va donc s'accroître, et que ça va finir par se manifester. Donc, un jour accumulation avec la prépondérance du grand, en résumé, c'est vraiment gérer ses ressources de façon tout à fait précise, volontaire, gérer son temps. Ce n'est pas le jour où vous faites ce que j'ai fait exactement aujourd'hui, c'est que vous répondez à tous les appels téléphoniques que vous recevez. Au bout d'un moment, ça ne le fait pas. C'est aussi gérer son énergie. Il faut savoir que, probablement que vous ne pourrez pas tout faire. Donc, il faut prioriser, déterminer ce qui est prioritaire, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, etc. Mais ça reste une très belle journée. Simplement, vous voyez comment, en fait, l'hexagramme du jour vient moduler, vient affiner, vient enrichir la compréhension de ce que peut nous apporter l'essence d'une journée particulière quand on l'a choisi pour faire avancer un projet ou poser une action qui nous tient à cœur. Alors, ça, c'est les exemples que je pouvais vous donner. Et il y a un secret. Parce que rapidement, j'anticipe un peu, mais je suppose que sur les 200 personnes ou 250 personnes qui regardent le webinaire, il y a des gens qui vont dire « Ah non, mais même Nathalie, vous imaginez pas, c'est beaucoup trop compliqué, nous, on ne va jamais y arriver, c'est pas possible. » On ne peut jamais vous donner la totalité, c'est impossible, c'est juste absolument impossible. On ne peut pas donner la totalité des sens d'interprétation d'un hexagramme. On a fait l'effort de vous donner, pour chacun des hexagrammes dans l'almanach, une idée, l'idée force, d'accord? Dans les cartes, je suis allée un petit peu plus loin en vous donnant un peu plus d'informations, un peu plus d'actions. J'avais davantage de place pour le faire.
Et ça, vous devez vous faire l'effort ensuite de considérer ces quelques mots qui vous sont proposés et qui synthétisent le sens de l'hexagramme et les rapporter dans votre contexte. Parce que c'est là que le sens il va se faire. Parfois, les gens me disent « Ah oui, mais vous savez, j'ai tiré tel hexagramme, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et en fait, si je ne rentre pas dans la situation, dans le détail de leur situation, c'est-à-dire si je ne contextualise pas leur demande, la situation dans laquelle ils ont émis en fait leur demande et pour laquelle ils ont reçu cet hexagramme, eh ben, je peux m'appeler Nathalie Mourier, je peux faire du yiking depuis 35 ou 40 ans, je ne suis pas plus capable que de l'interpréter. La première chose, il y a un certain nombre d'entre vous avec lesquels je travaille régulièrement, ou en formation ou en consultation, la première chose quand vous me demandez mon avis sur un sujet, je commence par vous demander quelle est la situation, quels sont les tenants, les aboutissants, comment ça fonctionne, voilà, quels sont les points saillants. Et une fois que j'ai compris le contexte, là, je peux commencer à réfléchir à une interprétation, que ce soit avec le yiking, avec le chimen, avec le patsu, avec autre chose. Mais il n'y a jamais d'interprétation ex nihilo. Donc, personne ne connaît mieux, en fait, la situation que vous. Donc, quand vous regardez l'hexagramme du jour, faites l'effort d'aller voir le sens de cet hexagramme et voyez comment ça tilte au fond de vous. Cherchez pas la petite bête, le moindre détail, etc. Soyez détendu. Ce que vous faites, c'est, vous savez, quand on sort le matin, par exemple, quand on sort un peu tôt le matin, je sais pas vous, mais il y a un instant absolument magique, c'est vous sortez et vous humez l'air du matin. Vous sortez de chez vous, il fait chaud, vous sortez et il y a un petit fond de l'air qui est frais et qui vous donne une idée de la vivacité de la journée. Eh bien, l'hexagramme du jour, ça doit être ça. Donc, il faut que vous soyez juste très détendu, en fait, par rapport à ça. Il n'y a pas de super gros enjeux. Si vous êtes détendu, que vous rentrez un peu dans le mood de ce que vous donne l'hexagramme, que vous réfléchissez à ce que vous avez décidé de faire ce jour-là, ça prendra son sens. Et puis, éventuellement, vous pouvez compléter votre compréhension ou après coup, vous avez envie d'y réfléchir, vous pouvez toujours compléter en regardant dans les livres. Moi, je vous ai montré, par exemple, le Willem, parce que ça fait vraiment partie de mes ouvrages de référence, mais il existe plein de livres de yiking, et peut-être que vous, le Willem, c'est pas votre cam. Hein. Moi, c'est ma cam, mais c'est pas ma seule cam, parce que j'en ai d'autres, mais peut-être que vous, les livres qui vous parlent plus, c'est le livre de Pierre Faure, ou le livre de Cyril Javary, ou Legge ou d'autres gens. Donc voilà, il faut juste que vous trouviez un texte avec lequel vous êtes en résonance. Et puis éventuellement, vous pouvez, si vous en avez envie, vous pouvez nourrir votre compréhension de l'hexagramme, mais ça n'est pas indispensable, ça n'est pas nécessaire. Juste renifler le fond de l'air quand vous sortez le matin et voilà, c'est ça qui va se passer. C'est voilà là où il faut que je porte mon attention. Il faut que ce soit souple. Il faut que la vie reste souple, simple et tranquille. Ces outils-là, ils sont faits pour nous simplifier la vie. Pourquoi est-ce qu'ils sont faits pour nous simplifier la vie? Parce qu'ils nous donnent de la compréhension, de l'information, de l'éclairage. Donc, il ne faut pas bloquer en fait la lumière à laquelle on accède ou qui nous est donnée en se créant plein de contraintes. Il faut absolument que je comprenne tout et les tenants, et les aboutissants et le machin et le truc. C'est pas ça, c'est pas l'objectif. Soyez light. Vous avez décidé de faire quelque chose ce jour-là parce que vous avez trouvé que l'essence était intéressante, était en phase avec ce que vous voulez faire. Vous rajoutez l'hexagramme, vous jetez un coup d'œil et où est-ce que ça éveille votre attention? Qu'est-ce que ça vient vous dire? Cool, facile, gai, léger. Et on peut tout à fait être léger et profond. Donc, vous ne perdez rien à faire comme ça. Et voilà, c'était mon intervention du jour sur l'hexagramme du jour. Donc, comme promis, je vous propose un temps de questions-réponses. Manon nous demande que veulent dire les petits chiffres à gauche de l'hexagramme. Alors, les petits chiffres à gauche de l'hexagramme correspondent au trigramme ou naïn, ça dépend de la source que vous êtes en train de regarder, Manon. Mais ne les utilisez pas. En fait, ils ont du sens pour les gens qui connaissent ces approches-là, mais ça n'a rien à voir en fait avec l'utilisation de l'hexagramme du jour pour un usage tel qu'on vient de le décrire. Salia qui nous dit que c'était très clair. Ben super. C'est clair, c'est facile les hexagrammes du jour. Donc aujourd'hui, désormais, tout le monde peut utiliser les hexagrammes du jour. Il n'y a vraiment aucune difficulté.
Nathalie Landreau demande, est-ce hors sujet de parler de l'hexagramme de notre jour de naissance, sinon quelle information ça nous donne? Ah oui, puis apparemment vous êtes raccord Nathalie et Virginie, puisque Virginie nous demande, est-ce que l'hexagramme du jour influence un enfant à sa naissance? Alors c'est un sujet qui est assez délicat à aborder. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle une astrologie du Yiking, hein, c'est-à-dire on transpose en fait le bas-de de l'individu, et au lieu de regarder les troncs et les branches, c'est-à-dire les animaux, pour ceux qui ne savent pas pourquoi on parle de troncs et de branches, hein, enfin, on transpose les troncs et les branches plutôt en un hexagramme. Et donc, on va se retrouver avec un hexagramme de l'année, un hexagramme du mois, un hexagramme du jour et un hexagramme de l'heure. Et il y a une approche qui s'appelle l'astrologie du Yiking, c'est-à-dire une approche astrologique, c'est-à-dire qu'il y a les données qui sont calculées à la naissance et puis on va progresser, c'est-à-dire on va faire évoluer dans le temps les hexagrammes en fonction de règles qui sont, disons le mot, terriblement compliquées. D'autant plus compliqué qu'il y a très peu de littérature sur le sujet. Il y a un ouvrage, le Chéri Lenchou, je ne sais même pas s'il est encore disponible, moi j'ai une très très vieille version et j'ai personnellement totalement renoncé à m'y intéresser. J'ai beaucoup étudié la question dans les années 2000, mais entre le Badze et le Chimène, en fait, je trouve qu'on arrive à une vision qui est plus... Le problème, en fait, de ces approches-là, c'est un peu vrai pour d'autres formes d'astrologie chinoise, pas le Badze, mais pour d'autres formes d'astrologie chinoise et l'astrologie par le Yiking, c'est que c'est des formes qui sont descriptives. Or, ce qu'il est important de comprendre, c'est la dynamique. C'est-à-dire non pas les choses ne sont pas figées, en fait. Elles sont en constante évolution et cette évolution-là ne peut pas être mécaniste. Quand vous regardez en fait les hexagrammes de naissance, l'hexagramme du jour, du mois, de l'année, etc., ils vont être progressés de façon mécanique. Ça voudrait dire que l'individu n'a aucune prise sur sa destinée, sur sa vie. Or, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On fait tous un certain nombre de choix dans nos vies qui vont infléchir le cours de nos existences. Et ça n'est pas mécanisable. Et pour clore sur le sujet, j'ai très peu de retours d'expérience à vous faire sur la question parce que je ne l'ai jamais consulté en utilisant l'astrologie du Yiking. J'ai fait un peu de recherche sur un certain nombre de cas, mais ça remonte à au moins 15 ans. Pas de retour d'expérience à vous faire sur le sujet. Pour commenter, Nathalie, en fait, sur l'hexagramme du jour de naissance, je trouve que c'est une donnée qui est assez difficile, en fait, parce que je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, il y a quelques années, je faisais de la dentelle au fuseau. Vous savez, la dentelle de dentelière. Et j'avais comme enseignante une dentelière qui est une personne un petit peu âgée, elle a plus de 70 ans, qui était une artiste absolument remarquable et qui, dans les années 70, s'était beaucoup intéressée au Yiking. Un jour, on discute un peu de ce que je fais, etc. Elle trouvait ça super intéressant. Et un soir, on en rediscute, on était toutes les deux. Et elle me dit, de toute façon, moi, dans ma vie, je suis née un jour, je ne sais plus, je crois que c'était la tante, justement. Il ne passera jamais rien dans ma vie. Et c'est très dur pour un artiste, parce qu'elle avait l'impression, c'est vrai qu'elle a une expression artistique, c'est une excellente créative, c'est une remarquable dentelière par ailleurs, mais c'est surtout une très belle artiste. Mais ce n'est pas le média, enfin, ce n'est pas le support de création le plus courant. Et c'était assez dramatique, en fait, parce qu'elle aspirait, comme beaucoup de gens, en fait, à la reconnaissance de son travail artistique, mais elle ne l'avait jamais eu. Et pour elle, en fait, le fait qu'elle soit née un jour sous l'hexagramme, enfin, que le jour de son naissance soit un hexagramme attente, ça lui avait mis un plomb toute sa vie absolument terrible. Je ne dis pas que si elle ne l'avait pas su, ou si ça avait été un autre hexagramme, elle aurait eu une destinée différente. Peut-être qu'elle aurait eu la même destinée, le même développement, la même évolution, mais elle ne l'aurait pas vécu de la même façon. Elle a toujours eu l'impression qu'elle était née avec 2 fers aux pieds. Et je pense que ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas du tout le sens de l'attente. Les hexagrammes sont extrêmement subtils, en fait. Donc, c'est toujours très dangereux quand on se lance dans une interprétation d'un profil de naissance à partir des hexagrammes si on n'a pas une connaissance exceptionnelle des hexagrammes. Et moi, je ne m'y risquerais pas, par exemple. Je ne m'y risquerais pas parce que j'ai d'autres outils avec lesquels que je trouve plus pertinents à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la différence entre dynamique et passif. Et par ailleurs, parce que c'est extrêmement engageant. Ça serait vraiment... en même temps, il ne faut pas que j'y réfléchisse trop parce que ça devient quasiment à finir par titiller ma curiosité. Mais voilà, je pense qu'on peut faire autrement. Est-ce que j'ai répondu, Nathalie Landreau et Virginie, est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que vous êtes affreusement déçus par ma réponse?
Béatrice. Alors, Béatrice, Marip, ça veut dire quoi, Béatrice? Ça c'est la question à 100 francs. Quand on a créé Marip avec Eric, on avait navigué pendant plusieurs années dans un milieu extrêmement anglophone. C'est-à-dire que Maître Yap était un Chinois de Malaisie, donc on parlait en anglais. On avait beaucoup de confrères qui étaient de tas d'horizons différents. Donc, la seule langue, en fait, qu'on partageait tous, c'était l'anglais. Et l'enseignement se faisait en anglais. Dans un anglais un peu... bon, peut-être pas très, très littéraire, mais ça se faisait en anglais. Donc, on pensait, en fait, à l'époque, en anglais. Et quand on a voulu créer Marip, on s'est dit, en fait, ce qui serait bien, c'est de dire ce que c'est que pour nous ces arts-là. Et pour nous, ces arts-là, c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Le ciel, l'homme et la terre. La bonne personne, le bon moment, le bon endroit. Et donc, ni une ni deux, j'en ris parce que vous allez voir la chute de l'histoire, ni une ni deux, on transpose ça en anglais, ça devient Men in the right places. Men in the right places. Donc, on crée un site internet. À l'époque, c'était, je ne sais pas, en 2001 ou début 2002, je ne sais plus. Et puis, notre nom de domaine, c'était Men in Right Places. Je ne sais pas, quelques jours après, on a un coup de fil. Je me souviendrai toujours, c'est moi qui ai décroché. Et il y a un monsieur qui appelle, qui dit « Bonjour ». Alors, je dis « Bonjour ». Il me dit « Je suis bien chez Mand Anricht Place ». Et là, tout de suite, on a su qu'on avait un gros souci. On avait choisi un nom de site et un nom de société qui était juste imprononçable. Donc, on a pris les premières lettres des mots de Men in Right Places et c'est devenu Marip. Donc, c'était vraiment pas très, très malin. Donc, voilà ce que veut dire Marip. Alors, André, j'ai une question sur les étoiles. Pouvons-nous, si une pièce se trouve à cheval sur deux secteurs, donc, André, je pense qu'il doit manquer des mots dans votre question. Donc, je vous propose d'interpréter votre question, puis vous me direz sur le chat si c'est ça. Donc, votre question, si j'ai bien compris, c'est si une pièce se trouve à cheval sur deux secteurs, comment agir dans les pièces? Donc, ça, je pense que c'est suite à l'épisode, je crois que c'était le 4 sur le Feng Shui. Vous allez traiter secteur par secteur. Si on parle bien des étoiles mensuelles, si on parle bien des étoiles mensuelles. Si on parle des étoiles de période, des étoiles de structure, c'est totalement autre chose. Mais si on parle des étoiles mensuelles, vous allez appliquer les conseils en fait à chacun des secteurs concernés. D'accord, oui, ok. André, on s'est bien compris sur le, sur le sens de votre question. Eh bien, j'ai battu tous les records. J'ai tenu en moins d'une heure. Je serais bien restée avec vous, mais apparemment, vous n'avez plus de questions. Donc, on est très content d'avoir fait ces 5 épisodes avec vous. En fait, on est même tellement content qu'on se dit qu'on va vraiment recommencer, mais on ne fera pas ça tout de suite parce que d'abord, il y a le Batzeux qui va démarrer début juin, qui a un gros travail, donc ça prend énormément de temps. Et ensuite, on veut tourner la formation de Feng Shui qu'on va vous proposer à partir de cet automne. Donc, on reprendra, puis il va y avoir à nouveau les webinaires de fin d'année, le webinaire de Nouvel An, le webinaire des Nouveaux Enfants. On va à nouveau changer le format pour vous proposer quelque chose d'encore plus riche que ce qu'on a fait cette année. Donc, on reprendra les lives, ouais. Et puis, si vous avez des sujets, en fait, sur lesquels vous aimeriez qu'on fasse des petits lives, on pourrait faire des lives courts qu'on vous mettra sur YouTube. Pas forcément pour les tourner en live, mais on pourrait vous tourner des bouts de séquences. Vous nous dites, en fait, les sujets qui vous intéressent. Puis, on verra si on peut mettre ça dans le fil. Alors, c'est sûr que ça ne sera pas demain matin. Mais voilà, ça y est. Et des fois, on peut avoir un peu de temps pour le faire. C'est sympa. Je vous remercie pour tous les petits cœurs que je vois passer en émoticône. Ouais, les hexagones, c'est vraiment passionnant. Je suis d'accord avec vous. C'est vraiment un très beau sujet. Puis vraiment, ça mérite qu'on se plonge dedans. Et je vous remercie à tous pour vos remerciements et votre enthousiasme. Je vous remercie pour votre fidélité. C'est vraiment un travail très sympa. Et on vous souhaite une très bonne soirée.